L'épisode d'aujourd'hui commence par un retour, celui du nombre, parti parfaire son entraînement par-delà les terres. Une silhouette, revenue du royaume nippon, qui ne faisait maintenant plus qu'une avec son Tougou. Désormais détenteur de la flamme bleue, Graal sacré de la congrégation des chuchoteurs, il ne lui restait qu'une seule mission, reprendre sa quête de la news ultime. Bernardino, lance-moi un rapport sur les 3 derniers mois d'actualité que j'ai ratés. Bon retour, monsieur. Initialisation du système. Enclenchement du résumé des actualités des 2 derniers mois. Le Zimbabwe a lancé une nouvelle monnaie appelée l'or du Zimbabwe. Votre double holographique a parfaitement rempli sa mission de présentateur de Caillou News et Bernard Pivot est décédé. Qui ça? Bernard Pivot, né le 5 mai 1935 à Lyon. Oui, merci, je sais qui est Bernard Pivot. Non, je parle de ce type-là. J'ai jamais programmé de double holographique. Alors qui est-il? Eh bien, il se fait appeler Miguel, 26 ans, grimpeur depuis 2020, 1m79. Il s'agit d'un mammifère bipède de type humain. Intéressant. Écoute Bernardino, je vais lancer ma petite enquête sur ce gars. En attendant, lance le générique de l'épisode. Entendu. Lancement Caillou News-jingle.exe. News numéro 1, et la news de la semaine, c'est évidemment la tenue des Olympics Qualifiers de Shanghai, la première étape des Olympics Qualifiers Series, dernière échéance pour se qualifier au JO de Paris 2024. Pour y parvenir, les athlètes en lice devaient se classer le plus haut possible afin de récolter un maximum de points avant l'épreuve de Budapest le mois prochain, et si vous n'avez pas encore toutes les infos sur le fonctionnement des OQS, un petit youtubeur bien sympatoche a fait une vidéo très détaillée sur le sujet, le lien est en description. Maintenant que cela est dit, retour à Shanghai où l'on retrouvait à la fois les épreuves de vitesse et de combiné bloc difficulté. En vitesse d'abord, alors que les 2 détenteurs du record du monde étaient absents, les 2 catégories nous auront offert un scénario très serré. D'abord chez les hommes où Leonardo Vedrick l'emportera en finale contre le chinois Peng Wu au terme du nouveau duel le plus rapide du monde, 4,83 contre 4,88. Enfin au niveau du classement à points, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vous ai mis la situation théorique des grimpeurs qualifiés en prenant en compte la règle des quotas par pays, mais aussi des quotas du pays hôte qui seront redistribués en cas de qualification par voie sportive d'un Français. Pour comprendre ce classement, c'est assez simple, une pastille verte avec la lettre Q indique que pour l'instant le grimpeur est qualifié de manière sportive, une pastille rouge avec le drapeau du pays du grimpeur en question indique que le pays a déjà rempli ses quotas de qualification et ne peut donc pas qualifier de grimpeur supplémentaire, et enfin le drapeau français sur une pastille verte indique que la France a déjà qualifié un ou plusieurs grimpeurs dans cette catégorie et que par conséquent son quota qui lui était réservé en tant que pays hôte est redistribué aux grimpeurs suivants non qualifiés. D'ailleurs concernant les quotas d'universalité et les quotas réservés aux pays hôtes, vous avez été énormément à me demander comment ça marche, alors j'ai un petit contenu Insta qui arrive dans les jours qui suivent, patientez. Nos 2 finalistes font donc une superbe opération, et notamment Leonardo Vedrick qui relègue déjà son premier compatriote indonésien à 14 points, tandis que Peng Wu n'est pas à l'abri d'un retour de Ding Changwang, alors que notre premier français Guillaume Moreau devra lui espérer un miracle pour rejoindre Bassamawem au JO avec sa 17ème place. En vitesse femme maintenant, si 3 françaises s'étaient faufilées en finale, seule Capucine Viglione réussira à pousser jusqu'en quart, battant au passage de nouveau le record de France avec un temps de 6,68 en qualification. Malheureusement derrière la concurrence sera trop rude et elle sera sortie en quart par la chinoise Ding Yu, alors qu'en finale c'est une autre chinoise, Yafei Zhu, qui l'emportera face à l'indonésienne Rajia Salsabila. Au classement, même histoire que chez les hommes, c'est un très gros avantage que prennent les 2 finalistes sur le reste du peloton, alors que derrière les 2 sœurs polonaises Kalushka continueront de se battre à Budapest et que notre française Capucine Viglione semble bien partie pour avoir une place qualificative au choix via le quota haute ou par voie sportive si elle reste dans les 5 premières. En combiné homme maintenant, les quelques surprises de la compétition étaient surtout françaises, avec notamment la sortie de route très prématurée de Mika Mawem dès les qualifications, mais aussi celle de Mejdi Chal qui ne fera mieux qu'une 10ème place très limite pour se qualifier au JO. En finale, après un round de bloc extrêmement relevé, c'est sur la diff que s'est jouée la victoire et ce top du coréen Do Yoon Lee, suivi de près par l'éternel olympien Alberto Gines Lopez. Derrière eux, Adam Ondra complète le podium, alors que nos 2 autres français en lice, Paul James et Sam Azouz, terminent respectivement 4ème et 8ème. Au classement, les 3 hommes de tête, assez seuls représentants de leur pays, mettent donc un pied au JO, tandis que chez nous, Paul James semble avoir pris une option pour la qualification olympique. On attend donc un gros combat fratricide entre Sam Azouz et Mejdi Chal pour s'emparer du 2ème ticket, tandis qu'en queue de peloton, on notera la surprise Nico Collin qui permettrait pour l'instant à la Belgique d'avoir 2 tickets en combiné homme, même si on parierait bien tout de même sur une remontée du chinois Yu Feipan à Budapest. Enfin, on termine avec le combiné féminin, ici aussi quelques surprises avec les éliminations précoces de la serbe Stasha Gejo, victime d'une blessure au bras,
Laura, ou encore de l'allemande Anna Möll dans une forme pas optimale. En finale, on retrouvait quand même les gros noms que l'on attendait encore au JO, et notamment Brooke Raboutou qui remporte largement l'épreuve. Derrière elle, Chai Yoon-se prend une position bien confortable, tandis qu'Erin McNeese crée la sensation en s'emparant de la 3ème place. Derrière, la japonaise Mio Nonaka prend un tout petit avantage sur Futaba Ito pour rejoindre Aimori côté japonais, tandis que pour la française Zelia Havzu qui malgré sa dernière place en finale, termine 8ème largement devant Manon Illy, 15ème et 2ème française de la compétition, et peut donc espérer rejoindre Oriane Berton au JO en juin prochain. News numéro 2, on l'aura compris, cette année priorité à la résine, oui, mais ce n'est pas pour autant que les exploits en falaise ne sont pas autorisés, et ça la belge Anna Verhoeven l'a bien compris. À 27 ans, la grimpeuse vient de devenir cette semaine la 4ème femme à franchir la barre du 9B en falaise, en enchaînant la Planta de Chiva sur le site de Villanueva del Rosario en Espagne. Comme un symbole, c'est sur cette voie justement que l'Autrichienne Angela Hitter avait fait sauter le verrou de la cotation pour les femmes en 2017. Anak rejoint donc ce cercle très fermé juste derrière l'italienne Laura Rogora et la française Julia Chanourdi, même si pour cette dernière, la voie Eagle très fort est parfois estimée à 9A+/B. Enfin, si pour vous cette performance est une surprise, Anak ne sort pourtant pas de nulle part. La jeune belge débute sa carrière en compétition dans le début des années 2010 et performe très rapidement. Championne du monde jeune en 2015, vice-championne du monde tout court en 2016, elle renverse tout sur son passage et totalise à la fin de sa carrière compétitive 20 médailles en Coupe du Monde, Championnat du Monde, sans compter une série impressionnante de 36 finales de difficulté d'affilée entre 2013 et 2018, en bref, une véritable reine du circuit. Bref, après des années de succès, Anak arrête finalement sa carrière compétitive en 2019 après une blessure et des résultats pourtant à peine moins bons que durant sa grande période. Puis à son retour en 2021, elle se dédie entièrement à la falaise, sur laquelle elle continue de sculpter sa carrière. Ses quelques escapades sur rocher l'avaient déjà portée à Pierrot Beach où en 2017 elle libérait Sweet 9, une voie qu'elle estimait à 9A+, alors 2ème voie féminine dans la cotation. Mais maintenant c'est en direction de l'Espagne qu'Anak se tourne. En 2019, elle enchaînait Joe Mama, 9A+ à Oliana, puis No Pain No Gain, 9A+ en 2022 à Rodayar, ou encore De battre mon cœur s'est arrêté, 9A+ en 2023. C'est donc tout sauf une surprise si Anak enchaînait cette semaine la Planta de Chiva, ou plutôt l'enchaînait par 2 fois, car oui, quelques jours à peine après son premier enchaînement, la belge l'annonce, elle aura réenchaîné la voie, mais cette fois-ci sans genouillère, afin de respecter la méthode de la première ascension. Un double enchaînement presque comme une habitude pour la belge qui déjà en 2023 enchaînait dans la même journée Cozy s'est arrêté 9A 2 jours puis une deuxième fois de nuit pour le challenge, alors qu'en 2022 elle réalisait même une double ascension d'Esclata Masters 9A là encore avec et sans genouillère. Et donc, lors de cette chute de vélo à 5 ans, vous portiez des genouillères ? Non, je crois pas, pourquoi ? Oui, eh bien écoutez, je crois qu'on a trouvé le problème. News numéro 3, enfin si le gratin mondial était réuni à Shanghai, il y avait tout de même des absents et des absentes de taille, dont la reine du circuit, j'ai nommé la Slovène Janja Garnbret. Mais comme le dit implicitement son petit post Instagram pendant les OQS, ne prenez pas trop la confiance, si je ne suis pas là c'est que je suis ailleurs, et pendant que Brooke Raboutou raflait la mise à Shanghai, Janja rejoignait l'américaine dans le cercle très fermé des femmes ayant enchaîné un 8C bloc. En effet, la Slovène enchaînait la semaine dernière le mythique Bugelezen Seed Start 8C, un pan presque parfait, incliné à plus de 62 situé sur le site de Maltatal en Autriche et dont elle avait déjà effectué la première ascension féminine du départ debout côté 8B+, il y a 2 ans. Un bloc que la Slovène va maintenant connaître par cœur et pour cause, tenez-vous bien, après avoir enchaîné le départ assis en moins de 30 minutes, oui 30 minutes, et bien non satisfaite de la vidéo prise par son coach, elle aura de nouveau enchaîné le bloc sur son prochain essai. Et donc lorsque vous étiez petite... Top Flash. Oui d'accord, je crois que j'ai compris. Enfin pour Janja, il s'agit là de son premier bloc dans la cotation, et elle rejoint donc les 3 américaines Ashima Shiraishi, Brooke Raboutou ou encore Katy Lums, la japonaise Mishka Ishii et l'allemande Kady Lehmann à ce niveau, en rappelant que si Katy Lums et Brooke Raboutou ont toutes les deux enchaîné Box Therapy 8C+, l'américaine penchait plutôt pour une cotation de 8C. Enfin, à 30 minutes pour enchaîner un 8C, il y a de toute façon fort à parier que la Slovène rejoigne le débat très bientôt. Et dans le reste des news, on se dirige maintenant vers la forêt de Fontainebleau, d'où nous viennent 2 nouvelles d'enchaînement assez exceptionnelles dans leur style. D'abord celle du belge Loïc Debry qui fin avril a réalisé un défi assez dingue, enchaîné tenez-vous bien 11 8A à la journée. Alors pourquoi 11 me direz-vous? Eh bien à la base Loïc voulait n'en enchaîner que 8, sauf que comme 8A en système de cotation américain ça donne V11 et que Loïc est un grimpeur, Loïc adore faire n'importe quoi et voilà comment de 8 8A on passe à 11 V11, un projet qui fut fortement inspiré par les 107A de Seb Bert et Hugo Parmentier, puisque là aussi réalisé en liant les blocs uniquement à vélo durant la journée. Vous savez docteur, quand j'étais petit, je suis tombé de vélo 11 fois, et je crois que ça a déclenché quelque chose chez moi. Sylvie, il y en a encore beaucoup des grimpeurs aujourd'hui?
Enfin bref, un joli projet dont vous réentendrez peut-être bien parler puisqu'un film est en préparation pour l'automne. Et concernant la deuxième ascension Blizzard dont je vous parlais, on va se tourner du côté de l'Andy Escalade, car si on en parle assez régulièrement en compétition, en extérieur, les exploits de personnes invalides se font souvent discrets. Pourtant, à l'image d'Erwan Liévin, les grosses performances ne sont pas si rares. Cette semaine, le Français bien connu en compétition a enchaîné son premier 7C bloc alors qu'il est amputé de la main gauche. Une performance exceptionnelle qui fait d'ailleurs écho à celle de Solène Piret, dont on n'avait pas parlé à la mi-mars, mais qui enchaînait alors l'angle parfait, un autre 7B de la forêt. Et à chaque fois j'essayais de la tenir à la prise. Oui d'accord, mais là ça me paraît vraiment très dangereux comme blague, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et pour terminer ce reste des news maintenant, une petite news vidéo qui nous vient de Belgique. Simon Lorenzi va publier le film récit de son ascension hivernale sur Burden of Dreams, un film réalisé par Gilles Charlier et qui sera diffusé uniquement lors d'une projection organisée à Ixelles, juste à côté de Bruxelles, en Belgique, par la salle d'escalade Le Camp de Base. Dans cette diffusion, il sera également accompagné de deux autres films, Blot dans la peau, le récit du parcours des 107A, effectué à la journée par Seb Berthe et Hugo Parmentier, ainsi que Priceless Climb, le récit d'une équipe partie grimper à vélo avec entre autres Simon Welfringer ou les frères là-devant. Quant à la diffusion en ligne du film sur Burden, et donc pour nous autres français, il faudra probablement encore attendre un peu de temps, mais c'est déjà une étape de franchie. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine en France, sur le secteur de la Sainte-Baume, où Loïc Zéani libère Phoenix proposé 9A+. L'habitué de la rubrique revient très fort avec une belle ligne d'une trentaine de moves dans un léger dévers, un crux de fin qui lui aura donné du fil à retordre, tombant plusieurs fois dans celui-ci, juste sous le relais avant de trouver les bonnes méthodes pour l'affronter, une nouvelle croix de choix sur le secteur avec déjà au moins 3 autres lignes dans le 9A. Cap vers l'Espagne maintenant et le site de Cuenca pour l'enchaînement d'El Intento par David Bermudez, une croix quelque peu banale au premier abord et pourtant cette voie est assez célèbre, libérée par Dani Andrada en 2005 et ayant vu passer pas mal de gros noms de la grimpe espagnole et internationale, parmi eux Jonathan Flor ou Pachi Uzobiaga. Le plus impressionnant est sûrement le fait que David n'ait que 15 ans et que c'est déjà sa 3e réalisation dans la côte cette année, et de sa vie par la même occasion. Un travail débuté l'an passé mais mis en pause à l'été en raison de trop grande chaleur, à l'hiver en raison du froid et finalement achevé au printemps, un beau projet qui en appelle forcément d'autres. Espagne toujours entre Baldelou et Juncosa, c'est Jorge Diaz Rullo qui moissonne avec la Tierra Denadier, 9A, Pedra Pepper Tissera 8C+, Mythic 8C et triple 8C à vue. Et oui, même si son travail de Café Columbia, son projet de 9C s'achève pour cette année, le grimpeur espagnol ne s'arrête pas de cocher et pas qu'un peu. Tierra Denadier se situe dans une grotte, une ligne très physique qui lui aura demandé au falaisiste pas moins de 2 jours de travail. Pour Mystique, c'est à ses yeux la plus dure voie qu'il ait pu enchaîner à vue, sans trop de traces de magne pour le guider tout en restant un petit 8C d'après lui. Le reste des voies dans le 8A et plus de ce mois-ci ne lui auront jamais demandé plus de 2 essais et on se demande maintenant ce qu'il restera en Espagne que ce monsieur n'aura pas grimpé. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, bref, vous connaissez la rengaine, et pourquoi pas à venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description, et moi je vous dis à la prochaine, tchuss!